aussi. Parfait. Donc, oui, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver et d'animer une fois de plus les rencontres du mentorat pour le collectif mentorat. Donc, ce sont des rendez-vous réguliers tout au long de l'année, sous un format webinaire où on a pour objectif de rassembler la diversité des acteurs autour du mentorat, de nourrir la réflexion sur des sujets d'actualité et surtout de partager des bonnes pratiques et inspirer nos participants, mais aussi nos invités. Donc, le sujet pour aujourd'hui, donc on sera ensemble jusqu'à 13 heures. Le sujet, c'est les présidentielles, la suite au droit au mentorat. Et c'est parce qu'en début d'année, le collectif mentorat a lancé un appel pour un droit au mentorat, pour mettre justement la question de la jeunesse et des inégalités que cette jeunesse subit au cœur de la campagne présidentielle. Et nous voilà aujourd'hui, donc quelques mois plus tard, donc à la suite de ces présidentielles, mais très proche des prochaines législatives et avec la fin de l'année scolaire qui approche, on vous propose justement de revenir sur la raison d'être de cet appel, les impacts, les premiers résultats qu'on a commencé à observer et aussi comment est-ce qu'on peut évoquer ensemble la suite de ce droit au mentorat. Donc, je sais qu'on va être... donc, il y a Madame la sénatrice du Finistère, Nadège Havet, qui va se joindre à nous. Je ne sais pas si elle est déjà parmi nous, mais en tout cas, je la salue et on pourra justement l'entendre à la fin de cette rencontre. Mais tout d'abord, j'aimerais donc passer la parole à Christophe Paris, président du collectif Mentorat, et Nicolas Viennot, directeur du collectif Mentorat, pour justement présenter le collectif Mentorat pour ceux qui ne le connaissent pas encore, connaître aussi la mission du collectif Mentorat et comment, petit à petit, en très peu de temps, le plaidoyer et les actions de plaidoyer se sont construites. Donc peut-être Nicolas, je te passe la parole et ensuite Christophe. Avec plaisir. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis Nicolas Viennot, directeur du collectif Mentorat. Merci d'être présent ce matin. Ça nous touche beaucoup et merci de votre intérêt pour nos actions. Alors, en 2 mots, le collectif Mentorat, c'est une fédération d'organisations sans but lucratif qui toutes développent des programmes de mentorat en France tournés vers la jeunesse. Voilà, toutes nos organisations ont ce point commun d'être tournées vers l'accompagnement des jeunes en difficulté à travers, en tout ou partie, un accompagnement individuel qu'on appelle le mentorat. Notre fédération collectif mentorat, elle a une existence récente puisque nous sommes une association créée en décembre 2020 qui est la résultante de la volonté de 8 associations fondatrices justement de porter un plaidoyer visant à montrer que le mentorat social a bien un impact pour lutter contre les inégalités qui frappent la jeunesse. Et donc, c'est ce plaidoyer de départ qui est la motivation de la création de ce collectif mentorat. Et aujourd'hui, nos actions sont encore structurées autour du plaidoyer, puisque le plaidoyer constitue environ un tiers de nos actions. Et c'est évidemment l'objet de cette rencontre, donc on développera un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, notre plaidoyer a pu évoluer. Le plaidoyer de départ visait à inscrire le mentorat à l'agenda des politiques publiques, et c'est chose faite depuis mars 2021 avec l'annonce du plan Un jeune, un mentor, grâce auquel l'État soutient nos associations pour développer très fort et très vite les programmes de mentorat et toucher davantage de jeunes. Notre deuxième mission, très rapidement, c'est de consolider l'écosystème du mentorat, de le représenter, de l'élargir et de porter la voix des acteurs du mentorat en France, d'impliquer davantage de parties prenantes, qu'elles soient privées ou publiques, on y reviendra aussi. Et puis notre troisième mission, c'est d'être au service de nos organisations membres, c'est-à-dire de les outiller, de provoquer des moments d'échange comme celui-ci, des moments de partage de ressources, de pratiques, et puis de faciliter en fait le déploiement de leurs programmes, d'être apporteurs d'affaires pour nos associations en les mettant en contact avec des prescripteurs, par exemple, ou avec des financeurs éventuellement. Donc voilà, une fonction là de fédération au service de ses membres. Merci. Et concrètement, comment est-ce que, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas non plus comment se construit un plaidoyer, comment est-ce que concrètement, en quoi consiste le plaidoyer du collectif mentorat?
peut-être Christophe ou Nicolas, peut-être Christophe, hein. Oui, vas-y. Puisque, voilà, Christophe, tu es à l'origine aussi une des associations fondatrices, à l'origine du collectif Mentorat. Tu as accompagné toute la croissance de ce collectif. Donc, comment est-ce que s'est construit ce plaidoyer et en quoi est-ce qu'il consiste? Alors, bonjour à tous et à tous. Très heureux aussi de ce temps d'échange. Christophe Paris, je suis le président du collectif Mentorat. Je suis par ailleurs directeur de la FEV et effectivement avec d'autres à l'initiative de cette démarche dès septembre 2019. La question du plaidoyer, effectivement, est un élément au cœur de notre démarche, mais qui doit être regardé aussi au regard de nos actions. On est un peu comme certaines ONG, le collectif Mentorat, où le plaidoyer est en résonance avec l'action est en résonance avec le plaidoyer. C'est cette articulation-là des deux qui fait spécificité des actions de plaidoyer des associations comme les nôtres. C'est qu'on n'est pas en surplomb d'un sujet ou sur un sujet sans l'aborder en termes d'action. Ça me semble un premier élément qui est important et qui caractérise la nature et qui est importante aussi de toujours avoir en tête pour pas avoir une déconnexion entre ce qu'on va porter en termes de parole et ce qu'on peut porter en termes d'action. Cette interaction-là me semble un premier élément. Deuxième élément, c'est que, et qui est l'illustration de ça, c'est qu'au départ, le première action de plaidoyer est liée à la création du collectif, même si les statuts ont été déposés en décembre 2020. Le collectif, il a été créé en septembre 2019. Très vite, on a publié une première tribune dans le JDD qui a été un peu l'acte fondateur du collectif. Dans cette première tribune, il y avait l'idée déjà de rendre visible la question du mentorat. Le premier acte, ça a été et c'est là où il y a une articulation entre les actions de plaidoyer, puis ce qu'on fait en vrai, et puis la façon dont on anime le collectif. On s'est réunis entre acteurs qui utilisaient tous des noms différents pour désigner des actions à peu près similaires. Certains parlaient de parrainage, d'autres d'accompagnement individuel, troisième de mentorat. Et on s'est réunis pour dire oui, on a des opérations qui sont dissociables sur certaines choses, mais qui sont assez proches. Est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait qu'on fait tous est-ce que le terme mentorat, on peut se le prendre comme un outil collectif parce qu'il y avait la volonté d'arrêter d'être chacun dans notre couloir, mais de pouvoir travailler collectivement. Même au-delà de la question du plaidoyer, c'était de travailler collectivement. Et donc le plaidoyer à ce moment-là, il a été un plaidoyer sur deux choses, sur rendre visible qu'il y a des actions de mentorat en France, rendre visible l'action de nos associations et commencer à poser notre définition commune du mentorat. C'était le premier étage, parce que je suis en France, mais j'imagine ailleurs aussi, ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Donc déjà nommer ce qu'on faisait et commencer à poser les bases de ce qui est pour nous la définition du mentorat. Et ça, c'est un élément qui est important parce que ça permet de définir dans nos actions après futures ce qu'on entend pas, nous, par mentorat. Et notre action de plaidoyer qui continue encore aujourd'hui, c'est de dire, voilà, nous, on défend cette vision-là du mentorat. Et donc là, on est bien en interaction avec entre ce qu'on fait sur le terrain et puis ce qu'on va porter. Et donc la première Excuse-moi, phrase... Christophe, je te coupe. Je vais demander à Sophie P de couper son micro, s'il vous plaît. J'ai des petits bruits de fond. Merci. Pardon. Non. Et donc la première phrase de la première tribune, c'était essayer de commencer à donner une définition de c'est quoi le mentorat pour nous. Voilà, donc ça c'est le premier, c'est le premier étage du travail qu'on a entamé, c'est de pouvoir entre nous se mettre d'accord et commencer à un travail collectif et puis
commencer à en parler à l'extérieur et faire résonance entre ce qu'on faisait, nous, entre associations, et puis le, la parole extérieure. Puis après, il y a une deuxième étage de la fusée, c'est que premier étage, le collectif a commencé à fonctionner, a bien fonctionné, on a commencé à avoir une première expression pour poser des bases de c'était quoi le mentorat. Deuxième étage, l'État décide de nous accompagner dans le déploiement de nos actions, et donc il y a eu là tout un travail, je dirais plus en l'occurrence de lobbying, parce qu'il y a aussi une articulation entre plaidoyer et lobbying, c'est-à-dire qu'il y a un plaidoyer sur un certain nombre de grandes idées, puis après il y a un travail de lobbying pour que ça puisse être traduit aussi de façon législative. Il y a une nécessité de pouvoir, dans le travail qu'on mène, de pouvoir articuler ce plaidoyer et ce lobbying, et dans ce lobbying d'avoir des compagnons de route, des gens qui croient comme nous, qui partagent comme nous la volonté de l'idée que le mentorat est utile. Et dans cette phase-là, donc après la première étape, il y a une deuxième phase de faire un plaidoyer sur en quoi le mentorat est utile. Et où là, il y a eu tout un travail avec les assises, avec les premières assises du mentorat, un travail avec aussi l'État de dire, voilà, le mentorat, c'est utile pour les jeunes mentorés, mais c'est aussi utile pour les mentors, de pouvoir définir en quoi quel était l'impact social. Et de dire, là, on est au croisement de deux choses, de la question de la lutte contre les inégalités, qui est un des marqueurs forts de la question de l'éducation en France et de l'insertion. On est sur des parcours très inégalitaires. Et de la question du lien social, de la question de la société de l'engagement. Bon, voilà, on est au croisement de ces deux choses-là. Et puis, ça a débouché sur aussi avec un travail de lobbying visible ou non visible à un programme porté par l'État en lien avec le collectif Mentorat, qui était un jeune mentor, et qu'il y a eu réussite des actions menées dans le cadre d'un jeune mentor. C'est-à-dire qu'un jeune mentor a fixé le passage de 30 à 100 000, le nombre de mentorats qu'il y avait en France sur une année. C'est parce qu'on a réussi cette étape opérationnelle, je reviens à cette articulation, qu'on peut attaquer la troisième étape. Une première étape où on a posé le principe du mentorat, deuxième étape, son impact, et la troisième étape qu'on peut ouvrir parce que on a réussi concrètement à atteindre les objectifs qu'on avait fixés avec l'État. On ouvre une troisième en se disant, ben, voilà, maintenant qu'on a réussi à commencer à poser la question du mentorat en France, faire reconnaître son utilité, déclencher un programme et réussir ce programme, c'est quoi la prochaine étape? Et c'est quoi la prochaine étape? Pas simplement en termes de plaidoyer, mais la prochaine étape opérationnelle. Et parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est que c'est pas le plaidoyer qui définit l'opérationnel, c'est nous, opérationnellement, qu'est-ce qu'on se sent de porter, qu'est-ce qu'on a envie de porter, et comment après on croise la question du plaidoyer. Et tout à fait. Le sentiment à 100 000, et j'en finirai là pour pas être trop long, ayant atteint très vite ce passage 30 000, 100 000, voilà, la question de après est pas simple. Il nous semblait que la prochaine étape à poser, si on voulait vraiment, parce que l'action de plaidoyer, c'est aussi une logique de pouvoir viser plus loin, donner à notre combat plus de force, de se dire, ben voilà, la prochaine étape atteignable, c'est la question du droit au mentorat. Et que c'est quelque chose là, parce qu'on ne pouvait pas dire c'est du développement, etc. On était déjà dans une phase de développement enrichi, donc il fallait pouvoir donner quelque chose. C'est toujours important, je finis vraiment là-dessus, de toujours essayer d'être le plus lisible possible, et que dans nos actions de plaidoyer, même des fois des fois à la limite de la simplification,
parce que la logique de plaidoyer, c'est aussi rendre intelligible au plus grand nombre des choses. Et la question du droit au mentorat permettait de se dire, ben voilà, on va rentrer dans une nouvelle phase et de la rendre visible. Tout à fait, tu nous as très bien accompagnés dans toute cette démarche historique du mentorat aussi en France, puisque donc, voilà, j'ai compris cette volonté collective de définir ensemble cette ambition commune, cet objectif commun, et comment après, avec l'étape opérationnelle dont tu parles, on peut rendre le mentorat connecté à l'impact social qu'il provoque, et comment maintenant on passe à ce droit au mentorat. Et justement, j'ai envie de dire que la question du mentorat s'installe en France comme presque une politique publique pérenne, co-construite avec les associations et en tenant compte des besoins de la jeunesse. Et je pense que voilà, le calendrier politique tel que peuvent le connaître d'autres associations ou d'autres sujets, ben pour vous, il y a une sphère politique qui commence à être plus à l'écoute et dans une voilà, interaction des besoins des uns et des autres. Et donc, justement, et la preuve en est, par exemple, que donc, Elisabeth Borne, notre actuelle donc, première ministre, donc, qui avant été aussi, elle a pu participer dans la construction du plan Un jeune, un mentor, bah, on a vécu un moment inédit aussi pour le mentorat, je crois, à ce moment-là, il y a le 19 mai, qu'on a, je crois, une vidéo, Mathieu, si tu peux la partager avec nous tous, et après on pourra justement réagir par rapport à ça, Nicolas et Christophe, sur quel cheminement vous imaginez justement pour ce droit au mentorat. Madame la Première ministre, c'est qu'allez-vous faire en tant que Première ministre pour développer le mentorat en France, s'il vous plaît? Alors, on a bien avancé quand même sur ce sujet parce que le président de la République nous avait donné un challenge. Il y avait 30 000 jeunes qui étaient accompagnés en 2020. On avait prévu d'en faire 100 000 et on l'a fait en 2021. Et on sera à 200 000 cette année. Et au-delà de ça, vraiment, l'ambition qu'on a, c'est de se dire qu'il faut que chaque jeune qui a besoin d'un coup de main, parce qu'il ne trouve pas dans son environnement proche le soutien, l'accompagnement dont il a besoin, puisse avoir ce droit au mentorat, si je peux dire, que chaque jeune puisse accéder à un mentor. C'est vraiment un enjeu crucial d'égalité des chances. On sait tous que quand vous avez votre famille qui est derrière vous, qui connaît les bonnes orientations, qui connaît la façon de bien présenter son dossier, et quand vous n'avez pas ça, eh ben, aujourd'hui, vous n'avez pas les mêmes chances. Avec des personnes qui ont de l'expérience et qui acceptent de donner de leur temps pour tendre la main à un jeune, quel que soit en fait qu'il soit plus jeune ou moins jeune. C'est ça qu'on veut absolument. On veut répondre à cette injustice d'avoir quelqu'un qui joue ce rôle, de vous dire non, cette voie-là, c'est pas forcément la bonne. Si tu veux présenter ton CV, voilà comment le faire. Et puis qui peut vous donner des conseils aussi sur l'orientation. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué sur lequel on a du progrès à faire, on va dire. L'orientation, et c'est fondamental d'avoir quelqu'un qui peut vous conseiller au moment où vous faites des choix importants pour votre vie. Même si après, moi, je suis aussi convaincu que on n'est pas, il faut aussi se baisser un peu la pression. Quand on vous dit qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, on a le droit de choisir un premier métier, puis de changer de métier tout au long de sa vie. Et je pense que de plus en plus, on sera amené à le faire. Mais en tout cas, d'avoir quelqu'un, effectivement, qui peut vous apporter ce que peut-être votre milieu familial, votre réseau de proximité n'est pas en mesure de vous apporter, c'est fondamental. Et donc, l'objectif, c'est bien, ça a été fixé par le président de la République, que chaque jeune ait accès à un mentor quand il en a besoin. Ça, c'est un beau travail de plaidoyer, quand même. Christophe, Nicolas. Oui, oui, et là c'est l'aboutissement. Effectivement, on est la question du droit au mentorat, elle est intéressante parce que effectivement, elle s'inscrit dans la nécessité de notre envie d'aller plus loin par rapport à une première réussite.
c'est toujours compliqué. La question du plaidoyer doit toujours être évolutif parce que une fois que tu as les victoires, tu ne peux pas rester. C'est une histoire en dynamique. Et donc, une fois que tu as les premières victoires, comment tu pousses à la suite. Et le terme de généraliser le mentorat, développer, massifier, n'est pas signifiant. Le droit au mentorat était un angle de plaidoyer intéressant, mais ça on peut le savoir qu'après, parce qu'il a été repris. Et donc c'est un angle qui permet de poser la question, non pas du point de vue des associations qui le portent, mais par rapport au public que ça concerne et par rapport à un modèle de société. Et c'est aussi des conditions qui permettent d'être pris par le politique. Qui vont pas reprendre quelque chose de l'angle des associations, mais par contre, quand c'est posé par rapport au public ou par rapport à un modèle de société, là, et donc la question du droit au mentorat a cette caractéristique-là, c'est qu'elle permet de poser un modèle de société où là, on ne travaille pas à partir des associations, mais par rapport aux enfants et aux jeunes en difficulté dans leur parcours ou qui ont moins d'opportunités. Et on le définit comme presque à un moment donné, comme ça fait référence au droit opposable. Alors nous, on ne le porte pas comme ça, mais tout de suite, ça pose la question, ça pose une revendication assez forte de passer d'une volonté de reconnaissance d'une action à son développement et maintenant à son droit. Donc on voit bien que là, on est dans la troisième niveau, reconnaissance, développement et inscription dans le droit. Là, on est. Voilà. Mais c'est. Et je reviens, et après, je passe le micro à Nicolas, mais à cette nécessité d'articulation derrière. Ça a été, cette intervention-là, elle est rendue possible parce que les actions, et elle le dit d'ailleurs, les actions qu'on s'est engagé à faire, on a réussi à le faire. Et donc, elle ouvre avec nous, elle reconnaît avec nous qu'il y a une double reconnaissance, c'est à la fois reconnaissance de l'action faite, et donc de l'ouverture de... Et puis après, il y a le travail de lobbying derrière. C'est que il y a besoin de personnes qui... et le lobbying, dans ce cas-là, c'est pas un gros mot. C'est que derrière, c'est des personnes qui croient à nos actions. Et donc, que ce soit au niveau de l'Élysée, de Matignon, du Sénat, je ne sais pas si Madame la sénatrice nous a rejoint, mais aussi de la Commission européenne. On travaille beaucoup avec Ilana Sicurel, qui croit aussi au mentorat, qui a fait passer dans les orientations européennes sur le mentorat, sur l'éducation, un élément du mentorat. Bon, voilà, ce lobbying-là, c'est aussi trouver des compagnons de route qui, dans la sphère politique, croit aussi, et donc le rôle de Thibaut Gulli, qui a travaillé beaucoup auprès d'Elisabeth Borne et qui a porté avec nous le mentorat, est un élément clé qui arrive à cette intervention-là. Il n'y aurait pas ces relais-là, même si on a des... Bon, voilà, c'est aussi cette articulation-là. Tout à fait. Nicolas, peut-être un mot en tant que aussi directeur du collectif Mentorat aux manettes de ces opérations? Oui. En deux mots, pour qu'on puisse avancer aussi. Évidemment, c'est une formidable reconnaissance de la part de l'État que le premier déplacement de la Première ministre soit consacré à l'égalité des chances et en particulier au mentorat et que notre plaidoyer soit repris de la bouche de la Première ministre. C'est quelque chose de formidable, c'est un aboutissement très visible, mais c'est aussi une exigence pour la suite, pour nous, parce qu'il s'agit maintenant de continuer avec l'État ce qu'on a co-construit et de maintenant concrétiser conjointement ce droit au mentorat, comment ce plaidoyer peut se transformer en action, comment on peut se donner avec l'État, avec son soutien, une visibilité sur les 5 ans à venir, pour que cet appel, pour que ce plaidoyer soit visible et concret et qu'on ait des résultats très tangibles dans les 5 ans qui viennent.
Exactement. Et rentrons peut-être là maintenant dans le détail justement de ce qu'on entend par ce droit au mentorat effectif, par quoi ça passe, qui est concerné. Et donc pour cela, j'invite donc Morgane Dabova, déléguée générale de la NAF, François Doria, directeur de développement France de Duo for a Job, Paul Doric, chargé de mission Pôle Action France chez France Parrainage, et Dina Bassal, responsable partenariat, relations institutionnelles et plaidoyer chez Article 1, donc 4 associations qui font partie du collectif mentorat et 4 personnes qui ont activement contribué justement à construire les propositions pour rendre effectif ce droit au mentorat. Et donc, on a décidé voilà, aussi d'ouvrir la conversation avec ceux qui font le plaidoyer au plus proche des territoires. Et donc, peut-être pour construire l'échange, on va d'abord parler des personnes mentorées, donc toutes les personnes à qui on souhaite notre public cible, ce que nous on appelle le public cible, et toute cette jeunesse à qui on souhaite porter nos actions. On parlera ensuite des mentors, donc parce que si on n'a pas de mentor, on n'a pas de jeunes accompagnés. Et ensuite, on parlera des associations qui sont, elles, responsables aussi de tout ce travail et ces efforts pour créer ensemble des binômes. Donc peut-être d'abord la partie jeune, justement. La partie personnes mentorées, on sait que donc il y a autant de jeunes accompagnés, la jeunesse et voilà autant de jeunes très 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 différents et les associations doivent travailler justement avec cette pluralité et répondre à chaque fois à des besoins très différents. On accompagne des jeunes depuis la maternelle jusqu'à l'âge de 30 ans, donc une grande diversité de profils qui demandent autant d'acteurs impliqués et engagés pour répondre justement à ces besoins. Et donc peut-être là, une première question quand on pense au droit au mentorat, est-ce qu'on se dit qu'on peut accompagner tous les jeunes qui le souhaitent? Est-ce que c'est un droit au mentorat pour tous les jeunes? Peut-être Dienaba, tu veux commencer à répondre puisqu'il n'y a pas une seule réponse peut-être. Oui, merci beaucoup Fiona. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est une question qui rassemble toutes les associations du collectif Mentorat et qui nous anime chez Article 1 depuis notre création. Je ne vais pas représenter l'association, mais juste dire pourquoi on s'appelle Article 1. C'est en référence au premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, on est vraiment en plein dans le sujet. On sait et on pense que le mentorat, c'est un levier assez fort pour déjouer certains déterminismes pour certains déterminismes sociaux, que c'est un levier fort sur l'égalité des chances et que les mesures d'impact de nos différentes associations prouvent que voilà, il y a par exemple moins de décrochage scolaire pour les étudiants, qu'il y a un taux de satisfaction dans l'emploi qui est supérieur. Et ça, c'est des chiffres que vous pourrez retrouver dans notre appel justement pour un droit au mentorat. Et l'idée, en fait, de ce plaidoyer, et pourquoi c'est un plaidoyer qui est fort, c'est déjà parce qu'on est en collectif et qu'on est en capacité de dire oui, tous les jeunes qui en ont besoin peuvent être accompagnés, parce que justement, la diversité des associations qui composent le collectif, elles sont en capacité d'accompagner des jeunes qui ont un profil différent. Donc, l'idée, c'est pas de se dire on va accompagner tout le monde de la même manière et on va tous accompagner tout le monde, mais chacun a un peu ses spécificités et tous ensemble, on est en capacité d'aller chercher les publics qui en ont le plus besoin et qui ont besoin d'être accompagnés par un mentor. Nous, chez Article 1, par exemple, on accompagne des étudiants principalement, donc il va y avoir une question de collège, lycée, de personnes en situation de handicap. Et l'idée de cet appel collectif et de cet accompagnement en collectif, c'est vraiment d'avoir plus de lisibilité finalement. Et on est en capacité d'apporter cette lisibilité en tant que collectif mentorat pour identifier les forces de chacun sur l'accompagnement des publics spécifiques. Donc, l'objet de cet appel, c'est vraiment on a beaucoup parlé de volume quand on parle d'un jeune à mentor. On se dit qu'on va accompagner 100 000 jeunes. Chez Article 1, on a accompagné 20 000 jeunes. Mais au-delà des chiffres, en fait, ce qui est important, c'est de se dire que des jeunes qui ont on dit les jeunes, c'est toujours un peu flou quand on dit les jeunes, mais qui ont des besoins peut-être différents vont être accompagnés de manière
différentes et spécifiques par les associations. Donc, c'est assez facile de dire oui, il faut un droit au mentorat, il faut que tous les jeunes qui ont besoin d'un mentor puissent être accompagnés. Dans la pratique, c'est un peu plus complexe en fait derrière sur comment on s'articule, comment on va identifier, comment on va chercher les publics. Jeunes qui en ont besoin, qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, on n'a aussi pas conscience qu'on a besoin d'un accompagnement et du coup, c'est travailler avec les institutions, avec les établissements, avec les familles et autres pour pouvoir justement identifier les jeunes qui ont le plus de besoins et leur proposer un accompagnement qui soit intéressant et pertinent pour eux et un accompagnement qui est diversifié. Pardon. Comme je disais en intro, on ne va pas accompagner de la même manière tous les publics. Il y en a qui vont avoir un besoin très spécifique et très ponctuel et on va les accompagner voilà, sur ce besoin spécifique et ponctuel sur une période donnée. Il y en a qui ont besoin d'un soutien sur vraiment la durée et ça nous arrive d'accompagner en mentorat des jeunes pendant 5 ans, par exemple, sur tout un cycle d'études. Et du coup, toute la spécificité, ça va être d'adapter en fait tous nos dispositifs, l'accès à nos dispositifs. Il y a une question dans le chat, j'ai vu sur la question de l'accès. Quand on parle de droit, on parle aussi d'accès au droit. Et c'est tout ça, en fait, le travail qu'on fait avec le collectif mentorat sur faciliter, démocratiser l'accès finalement à cette solution assez simple et efficace qui est le mentorat. Tout à fait, et c'est vrai que c'est exactement ce que tu dis, hein. On travaille avec des jeunes décrocheurs, on travaille avec des personnes nouvellement arrivées en recherche d'emploi, on travaille avec des tout petits pour favoriser la lecture et la prise et l'oral. Voilà, c'est vrai que c'est très, très, très varié, et pour ça, je pense que c'est ce que tu dis, aller chercher les publics qui ont le plus besoin, parce que le besoin est énorme. On parle de millions de jeunes, mais peut-être il faut d'abord peut-être se munir de tout un réseau qui nous permet d'aller identifier et d'aller toucher ces jeunes qui peut-être même ne savent, comme tu le dis, ils savent pas qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Et donc à ce niveau-là, comment est-ce qu'on peut identifier les jeunes qui ont le plus besoin d'être accompagnés? Et donc là, peut-être Paul, tu peux voilà, on a très bien préparé nos petites questions. Et donc, Paul, peut-être tu peux justement répondre à ça et donner l'exemple récent que vous avez vécu chez France Parrainage. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Fiona. Donc, bonjour à toutes et à tous. Pour reprendre également dans la continuité de ce que disait Dinaba, c'est vrai que la question de qui en a besoin, on parle de millions de jeunes, qui peut avoir vraiment ou le plus besoin du mentorat, ça va nécessiter une réflexion sous-jacente, non seulement nous en interne, mais également avec la construction de partenariats et avec ces acteurs qui accompagnent les jeunes et qui les connaissent. Ce que disait en introduction Christophe Paris, donc le président du collectif mentorat, je trouve que ça fait énormément sens dans le sens où l'action et notre action de terrain et le plaidoyer font toujours écho. Et ici, ça va vraiment se répercuter sur le fait de pouvoir construire du partenariat. Alors, en effet, il y a un nombre de critères assez conséquents pour identifier des jeunes qui ont besoin du mentorat, qui ont un fort besoin. Ça va être leur situation familiale, que ce soit en famille monoparentale, que ce soit une famille assez précaire, que ce soit financièrement ou isolée, socialement notamment, leur situation administrative. Et ça, moi, je reviendrai aussi sur cet exemple en particulier, c'est si ce sont des jeunes qui bénéficient d'un suivi de l'aide sociale à l'enfance, des jeunes qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance, les résultats scolaires, les questions de comportement, etc. Donc, il y a tous ces critères qui sont plus ou moins objectifs, entre guillemets, et quantifiables, qui permettent de savoir si des jeunes ont besoin ou un vrai besoin d'établir et d'élaborer un projet de mentorat. Mais au-delà de ça, il y a plein de questions qui vont subsister et auxquelles on va avoir besoin de répondre et auxquelles on ne peut répondre qu'en connaissant et discutant vraiment le jeune avec le jeune de ses besoins, de ses envies, de son projet, avec le jeune ou avec les personnes qui l'accompagnent. Donc encore une fois, que ce soit sa famille, un éducateur spécialisé, un éducateur de quartier, quelqu'un qui va l'accompagner, qui va pouvoir lui proposer ce projet pour qu'on puisse encore une fois co-construire ce projet en fonction de ses besoins, de ses objectifs également, de ce qu'il souhaite accomplir vers ce projet de mentorat. Et pour cela, il va être nécessaire, en fait, pour nous, associations de mentorat, de parrainage, de pouvoir s'appuyer sur tout un écosystème de partenaires qui vont connaître et qui vont travailler en relation avec ces jeunes et qui les accompagnent. Parce que nous, en fait, ces jeunes, Diana, tu le disais avant, il y a toute cette question de comment les identifier, encore une fois, et pour les identifier et surtout
leur donner l'accès exactement à ce mentorat, à ce projet, mais il faut qu'on sache avec qui travailler. Donc nous, on va parler de prescripteurs en général, puisque ce sont ces personnes-là. Alors les prescripteurs, ça peut être encore une fois la famille, ça peut être les jeunes directement, qui vont connaître par la plateforme Un Jeune, un Mentor, parce qu'on leur en a parlé, le collectif mentorat, ou ça peut être des institutions, des associations qui travaillent directement avec eux. Et pour nous, c'est un pan, un aspect de notre travail qui est essentiel et qui va prendre un certain temps, mais qui va faciliter et favoriser le développement justement du mentorat auprès de ces jeunes. Donc, comme je le disais, nous, France Parrainage, on travaille en grande particularité avec l'aide sociale à l'enfance, puisque environ 80% des jeunes et des enfants qu'on suit et qu'on accompagne bénéficient d'un suivi en protection de l'enfance, donc que ce soit un placement ou un suivi éducatif à leur domicile. Donc, je vais plus parler de cet exemple en particulier. La protection de l'enfance en France, c'est une compétence départementale. Donc, nous, on va travailler en grande majorité sur le terrain avec les conseils départementaux qui ont cette compétence de protection de l'enfance. Mais lorsqu'on parle de l'insertion, lorsqu'on parle d'autres thématiques, ça peut être aussi, on va parler avec les collèges, avec les lycées, là, on aura d'autres interlocuteurs. Moi, je vais vraiment plus me focaliser sur la question de la protection de l'enfance. Pour prendre cet exemple, nous, le travail de sensibilisation et de collaboration avec les acteurs de terrain locaux, ça va être, encore une fois, essentiel, notamment en l'amont de l'élaboration d'un projet de mentorat ou de l'implantation d'une antenne sur un territoire, mais aussi tout au long en fait, de la durée de l'activité. Donc nous, si on veut créer une nouvelle antenne sur un département, on va devoir rencontrer l'ensemble des services institutionnels, et c'est là, ce que je disais, c'est que l'écho entre le plaidoyer et l'action, il est essentiel parce qu'on va faire un peu ce lobbying, entre guillemets, cette rencontre avec les décideurs publics, avec les pouvoirs publics, pour aller les convaincre des bienfaits du mentorat, du parrainage pour les enfants, pour les jeunes de leur territoire, et de tout ce que ça peut leur apporter à eux de l'ajouter à leur panel de dispositifs. Donc pour rester dans l'exemple de la protection de l'enfance, comment le mentorat pour des jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance, ça va permettre d'ouvrir un nouvel univers des possibles, un nouveau champ des possibles à ces jeunes. Donc nous, en amont de la création d'une antenne, on va aller rencontrer tous ces services, donc les directions enfance-famille, pour entrer un peu techniquement dans le sujet des départements, mais également tous les services des associations, donc que ce soit les associations de familles d'accueil ou assistants familiaux, la protection maternelle et infantile, des assistants de services sociaux du territoire, voilà, tous ces acteurs, on va essayer de créer cet écosystème pour vraiment pouvoir travailler et qu'on puisse, à nous, après, nous orienter, entre guillemets, des profils d'enfants, de jeunes qui auront besoin d'un mentorat, d'un parrainage, voilà. Et ce dont parlait Dinaba, ce qui fait la force, encore une fois ici aussi, du collectif mentorat, c'est la diversité de nos actions. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins du jeune qui vont être identifiés par le prescripteur, par le jeune lui-même, sa famille, son éducateur, on va pouvoir, nous, après en discuter et se dire, co-construire encore une fois ce projet, et dire ce jeune, il va avoir besoin d'un accompagnement sur le long terme, peut-être de 5, 6 ans, un besoin plus d'ouverture socioculturelle, un besoin affectif, de création d'un attachement, où il y a d'autres assos qui vont plus proposer de l'aider sur son CV, de l'aider à s'orienter après le lycée, après le collège. Et donc, en fait, la diversité du collectif mentorat, de toutes les associations qui le forment, va permettre de quadriller, en fait, et de faire un maillage territorial avec tous ces autres acteurs associatifs et institutionnels pour pouvoir permettre au plus grand nombre de jeunes, en ayant besoin, de bénéficier d'un programme de mentorat. Donc, je le disais, ce travail de développement d'un écosystème partenarial, il va être essentiel en amont du développement du projet, mais aussi tout au long de la durée de l'activité. En fait. Même si on vient de s'établir ou qu'on est établi depuis longtemps sur un territoire, c'est essentiel de continuer à sensibiliser, à échanger avec les partenaires locaux, donc encore une fois, associations, institutions locales, départements, régions, mairies, etc., et aussi au niveau national. Et donc, pour terminer, pour reprendre l'exemple et terminer avec l'exemple de la protection de l'enfance, tout ce travail de plaidoyer au niveau local et au niveau national, il est abouti récemment avec la loi du 7 février 2022, qui est relative à la protection des enfants, donc toute une loi sur globalement la protection de l'enfance et des familles, avec pas mal de dispositions assez nouvelles et innovantes, et notamment cette loi qui a permis la reconnaissance du parrainage de proximité et du mentorat dans le Code de l'action sociale et des familles, ce qui est un tournant majeur parce qu'aujourd'hui, tous les services de protection de l'enfance au niveau national vont devoir proposer systématiquement à tout jeune qui est confié à l'aide sociale à l'enfance un projet de parrainage ou de mentorat. Et c'est là que la boucle est bouclée et qu'on voit que ces actions de plaidoyer, qu'elles soient dès le niveau local, donc auprès des départements, jusqu'au niveau national, auprès des ministères,
des parlementaires, des directions techniques. Elle va avoir un impact énorme sur le terrain parce que ça va permettre de renforcer ce travail de partenariat avec les associations, avec les départements et permettre d'identifier le plus grand nombre de jobs possibles ayant besoin d'un projet de mentorat. Et donc, pour conclure, c'est tout ce travail de longue haleine qui a permis de renforcer cette identification et qui va permettre à la longue de renforcer cette identification, d'aller accomplir cet objectif de 200 000 jeunes mentorés d'ici fin 2022 et au-delà ensuite. Et aujourd'hui, la force, encore une fois, du collectif mentorat, c'est de pouvoir avancer ensemble là-dessus avec des projets un peu spécifiques sur la protection de l'enfance notamment. Et c'est dans ce sens qu'il y a un guide, et je pense que le collectif mentorat après pourra aussi le diffuser, un guide pratique qui a été élaboré par la Break Poverty Foundation en collaboration avec des associations membres du collectif mentorat pour donner ces clés aux potentiels partenaires qui seraient intéressés, donc au département, pour mettre en place du mentorat à destination des jeunes de l'aide sociale à l'enfance sur leur territoire. Donc voilà, c'est quelque chose qui est, comme le disait Christophe dès l'introduction, qui est travaillé de longue haleine. Aujourd'hui, on voit déjà les fruits de ce travail et on va continuer à aboutir là-dessus. Voilà, j'étais un peu long, je suis désolé. Non, mais c'est hyper important de voir comment se construit tout ça, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a vu le résultat, il faut faire aussi l'exercice de partager tout le chemin parcouru. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, il y a un temps d'échange prévu à la fin, mais si vous avez des questions concernant le sujet concret qu'on est en train d'évoquer, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, on clôture cette partie sur les jeunes mentorés. Donc, comment est-ce qu'on va chercher justement les jeunes qui ont le plus besoin en construisant cet écosystème d'acteurs et de partenaires et en le consolidant avec des actions concrètes comme tu viens de dire, Paul. Je vous propose de passer à la deuxième partie, justement, en se disant, voilà, on veut accompagner tous ces jeunes, on a une ambition, mais pour ça, il nous faut des citoyens qui s'engagent auprès de ces jeunes. Donc, comment est-ce qu'on sensibilise, comment est-ce qu'on reconnaît cet engagement et comment est-ce qu'on le valorise auprès de tous les secteurs de notre société. Le collectif mentorat et ses associations permettent à des citoyens de tout âge de s'engager. Donc, on a depuis des lycéens avec des associations comme Socrate jusqu'à des retraités. Donc, on peut être mentor tout au long de sa vie. Et justement, à ce niveau-là, je pose la même question en fait. Si on veut faire un droit au mentorat, est-ce qu'on peut dire que tout le monde peut devenir mentor? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer et sous quelles conditions? Peut-être François, si tu veux prendre la parole pour nous en dire un peu plus. Bonjour à toutes et à tous et merci Fiona. Mais la réponse est oui, c'est-à-dire tout le monde peut devenir mentor et c'est bien ça à la fois le potentiel et le défi, c'est-à-dire qu'on va se retrouver côté mentor avec la même diversité de situations, de profils qu'on a côté des jeunes et donc évidemment une grande diversité d'outils et de canaux pour les mobiliser. Donc on a un peu envie de dire du droit au mentorat sur cette partie-là, que c'est un petit peu comme le disait Schuman de l'Europe, c'est que ça ne va pas se faire en un coup et ça va se faire par une série de réalisations concrètes. Alors, les réalisations concrètes, elles se font, je pense, à deux niveaux. Le premier qu'il ne faut jamais sous-estimer, c'est l'action des associations elles-mêmes, c'est-à-dire leur capacité à mobiliser et accompagner les mentors. Chez Duo for a Job, 50% de nos mentors nous rejoignent par le bouche à oreille, donc je pense que c'est un champ d'action qui est absolument critique. Et le deuxième, c'est évidemment de convaincre les organisations publiques, privées, de mobiliser, de libérer du temps, de libérer des ressources pour permettre aux gens de devenir mentors. Et là, je pense qu'on peut s'appuyer sur deux idées très fortes. La première, c'est l'idée de lien et de transmission intergénérationnelle. On a parlé du défi au niveau des jeunes, mais on a un autre défi, c'est le manque de valorisation de tout ce que peuvent apporter les personnes de plus de 50 ans qui, pour des raisons démographiques, est un sujet qui va prendre de plus en plus d'importance. Et le deuxième, la deuxième série d'idées, je pense qui est très importante aussi, c'est qu'il faut qu'on objective et qu'on mette en avant que le mentorat, en fait, c'est aussi c'est un outil de transformation sociale, mais c'est aussi un outil de transformation des organisations elles-mêmes. Que toute organisation a un sujet de recrutement, de compétences, d'accompagnement des carrières, et que le mentorat est un outil puissant à ce niveau-là. Voilà, je crois que c'est à peu près sur ces axes.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il y a une question qui me paraît intéressante dans le chat. Ça nous ferait revenir un peu en arrière, mais je trouve qu'elle est quand même pertinente. Alain, vous parlez de la difficulté, que la difficulté n'est pas d'identifier les jeunes ayant besoin d'un mentorat, mais plutôt celui qu'elle accepte d'être mentorée. Est-ce que peut-être, François, même tu peux répondre à cette question ou d'autres? Je pense que c'est important de justement comment est-ce qu'on fait ce cheminement avec le jeune et aussi avec les mentors pour les sensibiliser aussi aux bienfaits du mentorat et à l'envie de s'engager. À ce niveau-là, je dirais que c'est un peu ce que disait Dienaba tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est la difficulté et c'est une grande partie de ce qui fait notre métier. C'est-à-dire que mobiliser des jeunes comme mobiliser des mentors, c'est mobiliser un savoir-faire, une expertise, une connaissance des problématiques qu'ils rencontrent. Et on le fait d'autant mieux qu'on le fait depuis longtemps, qu'on s'est positionné sur certains publics. Je suis tout à fait d'accord que c'est la difficulté et je pense que c'est notre métier. Et par rapport à ça, justement, les métiers des associations, il y a Martin aussi qui demande est-ce qu'il existe un référentiel de compétences qui identifie les compétences développées par les mentors. Est-ce que vous, chez Duo, vous en avez un, ou en tout cas, vous travaillez sur identifier ces compétences? Alors, chez Duo, c'est un champ sur lequel on travaille, mais je crois qu'il y a une excellente association qui a plus travaillé et que c'est Dienaba qui devrait nous en parler, non? Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, comme tu le disais très bien, François, le mentorat, c'est aussi un outil de transformation des organisations. Donc, nous, on a beaucoup travaillé avec des mentors, notamment issus d'entreprises, et sur ce que ça leur apportait en termes de développement de compétences, et plutôt de compétences transversales développées dans le cadre de l'accompagnement et dans le cadre du mentorat. C'est aussi un travail qu'on fait sur les jeunes. D'ailleurs, initialement, un travail qu'on fait auprès des jeunes pour les aider à identifier, valoriser les compétences développées un peu dans tout type d'expérience de vie, que ce soit un engagement bénévole, associatif, un stage d'été, un job. Donc, on a un outil qui s'appelle Job Ready et qui nous permet justement d'objectiver et qui s'appuie sur un référentiel européen les compétences qui sont développées dans le cadre de ce type d'expérience bénévole. Et on pense que c'est assez important. Je mettrais quand même un petit warning sur le fait que ça reste un engagement bénévole et donc personnel. Donc, trop cadrer ce sujet, ça risque aussi un peu de nous enfermer dans peut-être que finalement, pourquoi on fait ça et pourquoi est-ce que les mentors s'engagent. Prioritairement, les mentors ne s'engagent pas pour développer des compétences. Il se trouve qu'ils en développent dans le cadre de leur engagement. Mais je pense que ça n'a pas été forcément un chantier prioritaire aujourd'hui du collectif mentorat, justement parce que on pense qu'il faut respecter en fait cette frontière qui est assez floue entre c'est un engagement bénévole, en même temps c'est proposé parfois par mon employeur, par mon entreprise, mais c'est quelque chose que je fais personnellement et je m'engage personnellement sur mon temps personnel aussi parfois. Donc c'est une question qui n'est pas simple, mais effectivement il y a pas mal de travaux qui ont été faits sur le sujet. Peut-être Morgane, tu peux justement nous en dire plus sur la valorisation et justement la reconnaissance de cet engagement qui est de plus en plus reconnu, je pense. Ouais, merci Fiona. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'enjeu sur la reconnaissance, sur la reconnaissance de l'engagement et sur le permettre l'engagement dans notre société, ça, c'est un des chantiers sur lesquels il est important de travailler. Tout d'abord, peut-être parce que bon, le droit au mentorat ne peut être effectif que dans une société de l'engagement. En tout cas, je crois que nous le pensons tous. Et le collectif et les organisations membres œuvrent là-dessus quotidiennement. Par les travaux de plaidoyer qui peuvent être menés, mais aussi, et Christophe et Paul, vous en parliez, par l'opérationnel finalement.
puisque plaidoyer et opérationnel s'articulent grandement. Et concernant justement l'engagement, le travail qu'on peut mener un petit peu au quotidien, il y a évidemment, on en parlait, le travail pour mobiliser, en communiquant, en allant vers, au travers de stratégies de mobilisation, de développement local ou au national même. Et c'est aussi rendre possible l'engagement. Dienaba, tu en as parlé rapidement, voilà, c'est aussi pouvoir former, c'est pouvoir accompagner dans l'engagement, adapter le matching et les formations, et c'est effectivement aussi transmettre des certificats d'engagement, accompagner dans l'identification ou la reconnaissance de compétences développées au travers d'ateliers, d'événements. Et effectivement, je te rejoins, Dienaba, là n'est pas toujours l'enjeu majeur en termes d'engagement. Néanmoins, en termes effectivement de travail de plaidoyer qu'on peut mener et au niveau opérationnel, notamment dans le cadre des partenariats qu'on peut avoir avec des acteurs forts, cette notion de développement de compétences reste un élément un petit peu clé pour développer une société de l'engagement, une société du mentorat. Et je pense notamment, bien sûr, dans le travail qu'on peut mener dans le cadre de la sensibilisation et du partenariat sur les structures employeuses, sur la reconnaissance des compétences transversales, des soft skills, t'en parlais, c'est un large sujet, c'est un vaste sujet actuellement dans le monde, dans l'écosystème travail de manière générale. Et donc, la valorisation des compétences transversales et en parler permet, notamment dans le cadre des partenariats vertueux créés avec les entreprises, d'aller plus loin sur cet engagement de potentiel de mentor. Donc voilà, finalement, pour résumer un petit peu, nous, associations, moi je trouve qu'on travaille pour favoriser l'accès à l'engagement, pour accompagner dans l'engagement et pour aller vers une reconnaissance de l'impact de cet engagement sur la construction des parcours. Engagement mentorat, mais d'ailleurs finalement aussi engagement de manière générale. Et quand je parle des parcours, c'est des parcours de formation, des parcours étudiants, des parcours professionnels, voire d'insertion. Et voilà, je crois que pour aller vers une société du mentorat et pour aller vers une société qui permette pleinement l'engagement, il faut donc effectivement informer, faciliter, accompagner, mais reconnaître et valoriser. Et justement, donc pour aller un petit peu plus loin là, sur la reconnaissance et la valorisation de l'engagement, et donc l'accès à, puisque la corrélation est forte. Donc des travaux majeurs sont amenés par nos associations, mais aussi par les pouvoirs publics et d'autres acteurs clés, donc de l'emploi, de la formation, de l'éducation. Et ça concerne notamment, alors pas de manière globale, mais notamment ça concerne l'accès au bénévolat pour les jeunes, les lycéens, les étudiants, les apprentis, et j'y reviendrai parce que c'est aussi un petit peu... Je souhaitais intervenir sur cette partie pour en parler, pour les jeunes actifs et même pour les jeunes sans emploi, pour inscrire un petit peu le bénévolat dans les parcours des jeunes comme un potentiel pilier et comme un pilier possible, viable et reconnu. Et c'est là où, malgré tout, le travail qu'on peut mener sur la reconnaissance des compétences développées sur l'impact de l'engagement dans un parcours de vie est à mon sens important. Et puis bon, voilà, l'accès au bénévolat également pour les salariés de manière générale, pour les demandeurs d'emploi et aussi pour les travailleurs de la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale. C'est un autre sujet sur la fonction publique hospitalière, mais voilà, il y a quand même un vivier d'engagés mentors potentiels de plus de 4 millions de personnes. Et il serait un petit peu, il sera à mon sens dommage, et il sera complexe d'avancer vers une société du droit au mentorat sans prendre en compte l'importance de l'engagement de ceux qui travaillent pour les pouvoirs publics et qu'ils soient reconnus comme tels. Voilà, donc c'est important d'avancer sur ce sujet-là et pour illustrer un petit peu en quoi, j'essaierai d'être concise, pour justement illustrer en quoi l'engagement est un chantier. J'aimerais simplement évoquer le volet engagement jeunesse, et notamment engagement des apprentis. Bon, c'est l'exemple que je maîtrise le mieux. Parce que en termes de reconnaissance, il y a eu une avancée quand même assez importante avec le décret paru en 2017 sur l'engagement des étudiants dans la vie associative, sociale ou professionnelle. Et qui permet d'avancer sur le sujet avec évidemment des axes d'amélioration, notamment en termes de demande, de recevabilité, mais également de mon point de vue, il y a certains entre guillemets trous dans la raquette, et notamment parce que ce décret n'est pas du tout destiné aux jeunes en formation professionnelle et aux apprentis. Et rien n'existe côté apprentis.
sur l'engagement. Dans Calliope, il y a certains indicateurs, mais qui restent flous, voire opaques, concernant ce sujet-là. Et dans les titres professionnels, par exemple, rien n'est prévu. Donc voilà, il y a un enjeu sur la capacité à s'engager pour les apprentis. Donc il y a une notion de rythme, de formation. Et puis il y a un enjeu sur la conscience du pouvoir agir, du pouvoir s'engager, puisque notamment pour les apprentis qui sont entrés très tôt dans cette voie, il y a un manque en termes de sensibilisation, d'éducation civique et citoyenne. Donc voilà, moi je crois qu'il y a des mesures à prendre en ce sens, et voilà, que ça passe par le référentiel Calliope, pour qu'il y ait un volet peut-être effectivement par exemple obligatoire d'engagement, ou par les titres professionnels, et que les titres professionnels puissent intégrer ce volet engagement. Mais voilà, c'est un autre sujet. En tout cas, moi, ce qu'il y a d'intéressant, encore une fois, sur cette reconnaissance de l'engagement, et notamment la reconnaissance des compétences, puisque c'est de là qu'on part aussi, c'est qu'à la fois côté apprenti et puis de manière générale, on peut attendre les mesures, et on peut œuvrer pour que des mesures existent, côté apprenti notamment, mais on peut aussi compter effectivement sur les acteurs clés que j'évoquais au début, qui, sans attendre les mesures, peuvent être acteurs du changement et contribuer pleinement par l'opérationnel à permettre à notre société de tendre vers une société de l'engagement. C'est voilà, côté établissement de formation, côté apprenti, et puis côté entreprise et employeur, en intégrant dans les politiques RH la reconnaissance de l'engagement et du mentorat. Tout à fait, tout à fait. Sur ce sujet, Christophe, Nicolas, Adinaba, tu voulais dire quelque chose? Oui, bien sûr, vas-y. Revenir et rebondir sur le début de ta question, sur est-ce que finalement tout le monde peut devenir mentor, parce qu'on a parlé de la reconnaissance, mais avant ça, on a un enjeu, nous, dans nos associations, d'attractivité et d'attirer en fait des mentors pour accompagner la diversité de jeunes dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, il y a vraiment en fait un enjeu pour nous. Il y a eu une grosse vague de solidarité pendant la crise sanitaire. Beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour accompagner une mutation de l'engagement bénévole en France. Et donc, on a un enjeu, nous, à un peu garder cette attractivité, et le plaidoyer pour le droit au mentorat, ça fait aussi partie en fait de ça. Parce que pour attirer de nouveaux mentors, il faut que le mentorat se soit connu, il faut qu'on s'adresse à de plus en plus de personnes. Et donc, la démarche de plaidoyer, encore une fois, je pense que le fil rouge de cette rencontre, c'est de se dire qu'on fait du plaidoyer qui est connecté à notre activité opérationnelle, c'est de faire en sorte que de plus en plus, le mentorat, ça ne fasse pas peur, et que ça soit attractif. Et donc, du coup, nous, avant la reconnaissance des compétences, justement, on va aussi accompagner les mentors, notamment à travers des formations sur la posture, parce qu'être mentor, c'est une posture qui est particulière. On n'est pas un parent, on n'est pas un prof, on n'est pas un coach. Donc, c'est tous ces accompagnements-là qu'on prévoit, nous, en fait, dans l'initiation, quand on recrute, quand on source des mentors, en tout cas. Et du coup, voilà, je pense que c'est important de garder ça en tête et de se dire que si on veut pour reprendre tes mots, Morgane, être dans une société du mentorat, et malheureusement, les besoins ne faiblissent pas. On a parlé côté jeunes, et il y a de plus en plus de besoins d'accompagnement. Il faut qu'on soit en capacité d'attirer toujours plus des profils de mentors, et des profils qui correspondent aussi aux jeunes et aux thématiques sur lesquelles on va accompagner des jeunes. Et donc, on parlait des entreprises, mais pas uniquement. Voilà, quand tu parlais de la fonction publique, des retraités, des lycéens et autres, c'est un peu l'enjeu finalement, et c'est encore une fois la force du collectif. Fait. Avant de passer peut-être à la partie association, justement au rôle essentiel des associations et au travail, Christophe, vous voulez dire un petit mot? Oui, peut-être à ce stade-là, mais ça peut faire aussi le lien avec la suite. Parfait. Mais c'est peut-être une promesse que je ne tiendrai pas, mais non, déjà effectivement, redire que tout ce qu'on se dit là depuis tout à l'heure, c'est quand même derrière l'idée que à la fois le mentorat est utile pour le mentor, pour le mentoré, mais pour la société, et pas simplement utile, il est nécessaire. C'est-à-dire que là, dans cette dynamique de plaidoyer, il y a quelque chose de l'ordre aussi pas simplement de l'action sociale, mais de la transformation
sociale, de la transformation sociétale, et qu'il y a une urgence à agir. Ça, c'est des éléments importants. Et puis après, important peut-être à ce stade-là aussi de dire que les actions de plaidoyer qu'on a commencé à construire depuis 2019 sont cumulatifs, et c'est pas parce qu'on a ouvert une nouvelle période que l'ancienne est acquise. Et donc, revenir sur la question de c'est quoi le mentorat, qu'est-ce qu'on entend par le mentorat, c'est quoi la différence entre mentorat, coaching, tutorat, c'est encore des choses à travailler. Croire que parce que nous, on est convaincus, que tout le monde en France est convaincu, ce serait une erreur. Que la deuxième étape du plaidoyer autour de l'impact social, l'utilité sociale, la nécessité de pouvoir le rôle social et politique du mentorat. Là encore, nous, on est convaincus, de plus en plus, on a des études, on va en avoir d'autres, mais ça reste encore à défendre. Et qu'effectivement, la question du droit au mentorat, après, bon, mais c'est cumulatif. Voilà, et c'est pas parce qu'on a avancé vite que les bases sont solides. Le troisième élément, c'est la notion de zoom qui est important. C'est que on aborde la question du mentorat de façon globale. Ça doit pouvoir s'articuler avec des cibles plus particulières. Et ce qui a été fait sur l'enfance me semble remarquable. Ce qui a été dit sur l'apprentissage me semble aussi clé, c'est-à-dire comment, dans notre action de plaidoyer, on a une vision globale, on a une big picture, mais qu'on ne s'empêche pas, et qu'il faut qu'on articule, voilà, avec des publics particuliers, et qui fait à un moment donné une démarche globale. Et je finirai par la question les actions de plaidoyer, c'est toujours l'articulation entre plaidoyer et lobbying, plaidoyer et action, mais aussi le fait qu'on dise tous la même chose et qu'on rabâche les choses. Et que là, dans la période qui s'ouvre, on a besoin, pour les épisodes précédents, et puis pour l'épisode droit au mentorat, que chaque structure fasse ce travail-là. Et c'est vrai que sur le droit au mentorat, comme on a essayé de lui donner une concrétisation par rapport à notre réalité, mais aussi quelque chose d'un peu simple, on a articulé, voilà, pour développer le mentorat, il faut plus de mentorés, plus de mentors et plus d'argent pour les associations qui encadrent. Je vous le fais schématique, mais au moins, ça permet, si on dit tout et tout ça, déjà, ça pose un cadre par rapport aussi aux législateurs. Voilà. Le développement du mentorat, c'est de trouver les jeunes qui en ont besoin, trouver les mentors et avoir l'argent pour pouvoir faire ça. Je crois que ce langage simple, il faut le marteler. Et on voit bien que, par exemple, on l'a bien vu sur la question du mentor, c'est à la fois de pouvoir faire passer l'idée, le plaidoyer quelque part, ça peut être pour tous, et puis aussi réfléchir à comment on l'inscrit dans le parcours. Et j'en finis sur le dernier point à ce stade-là, c'est la question, il va falloir qu'on rentre dans une catégorie dans laquelle on n'est pas encore rentré, qui est la question du législatif. Et ça, il y aura peut-être la conclusion avec Madame la sénatrice, mais c'est que là, on va arriver au bout de ce qu'on peut faire avec nos petits bras, même très musclés, et le cadre législatif actuel. Et que si on veut aller plus loin, si on veut passer la barre des 200 000, des 300 000, des 400 000, des 500 000, à un moment donné, on ne pourra pas le faire, je crois en tout cas, ma conviction, c'est qu'on ne pourra pas le faire à cadre législatif constant. Et qu'il faudra, sur les 3 critères, mentor, mentoré et argent, trouver des éléments législatifs qui nous facilitent le boulot. Et ça, c'est une autre étape qu'on n'a pas encore, attaqué en vrai avec l'objectif. Et nous, on a proposé en off à la présidence de la République de se dire, voilà, on continue le plan tel qu'il est, un jeune mentor, mais en parallèle, on commence à réfléchir ensemble à quelles seraient, dans 2 ans, dans 3 ans, les évolutions du cadre législatif pour pouvoir passer une étape. Tout à fait. Merci Christophe. Et je pense que oui, on invitera le collaborateur de Madame
la sénatrice évoquait peut-être les perspectives de ce changement de législation éventuellement, ou en tout cas on peut inclure le mentorat pour nous aider à avancer encore plus loin ensemble. Avant ça, peut-être parler du rôle essentiel des associations, puisque je pense que tout ce travail-là de sensibiliser des mentors, les engager et ensuite aussi être en lien avec l'écosystème pour identifier les jeunes qui ont le plus besoin d'un mentor, ça ne pourrait pas être possible sans des associations professionnelles et sans une harmonisation aussi des pratiques. Et donc peut-être Nicolas, tu as une vision 360 de l'offre mentorale qui existe dans le territoire. Peut-être tu peux nous en dire un peu sur justement le rôle de ces associations, et peut-être après Morgane, je te passe la parole. Oui, le rôle essentiel des associations, le propos précédent l'a bien montré, hein, c'est évident que ce sont les associations qui portent les programmes de mentorat, parfois depuis des années, depuis des décennies, et c'est elles qui ont à la fois l'expertise et l'ingénierie pour avoir les bons relais qui permettent de déterminer les jeunes qui ont le plus besoin de mentorat, pour avoir les bons relais pour aller chercher les mentors et pour mettre les uns et les autres en relation de manière la plus pertinente possible pour s'assurer de créer des binômes qui vont se maintenir dans la durée et pour que la relation soit de qualité. Et puis enfin, ce sont les associations qui ensuite évaluent jusqu'à maintenant l'impact de leur programme et qui sont en mesure d'établir l'impact social du mentorat en France. Même si il est bien sûr question qu'une mesure d'impact plus globale à l'échelle du collectif mentorat puisse être engagée. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce plaidoyer pour un droit au mentorat, il se décompose sous forme de triptyque avec ce troisième volet consacré à la reconnaissance de ce rôle essentiel des associations et donc aux besoins de nos associations d'être soutenues par la puissance publique, par les acteurs privés. Mais avant de venir à cette implication des parties prenantes, je veux juste souligner qu'on cherche, pour concrétiser ce volet de notre plaidoyer, à faire reconnaître, en fait, donc on a parlé de la reconnaissance du rôle du mentor, mais on cherche également à faire reconnaître cette expertise et cette ingénierie de nos associations à travers la reconnaissance de l'émergence d'un nouveau métier, celui de chargé de mentorat, qui irrigue la plupart de nos associations. Bon, certaines d'entre nos assos sont bénévoles, mais la majorité est constituée d'équipes salariées avec, pour l'essentiel, des chargés de mentorat. Et ce sont eux qui, de manière très opérationnelle, vont chercher les jeunes, vont chercher les mentors, les mettre en relation et s'assurent d'une relation de qualité et dans la durée. Voilà. Et donc, on a un partenariat signé avec Exopé, qui réunit en fait les organisations de jeunesse, d'éducation populaire, pour travailler ensemble sur la rédaction d'une fiche métier chargée de mentorat, pour mettre sur un simple recto verso ce que sont les compétences d'un chargé de mentorat, ce que sont ses principales activités, quelles sont les conditions de travail, aussi les attendus, les prérequis, dans la perspective d'aller alimenter un répertoire de métiers plus vaste, alors soit à l'échelle de la branche, soit en travaillant avec France Compétences. Tout ça reste à déterminer, mais l'idée, c'est bien de voir reconnaître ce métier émergent d'un chargé de mentorat parmi nos associations. Et donc, le rôle essentiel des associations, ça passe par le soutien à nos associations, l'argent, comme disait Christophe. Je développe un tout petit peu. L'idée, c'est d'avoir la confirmation de l'implication de l'État, et donc de faire en sorte que le plan Un jeune, un mentor se poursuive sur toute la durée du quinquennat et même au-delà. Donc 2021, ça a été la victoire de l'annonce du plan. 2022, on est en pleine période de reconduction des conventions de l'année dernière, de reconduction sous la forme de conventions pluriannuelles pour donner à nos associations une visibilité sur 3 ans. Mais inutile de dire qu'on travaille aussi sur des perspectives à 5 ans et même au-delà. Et là encore, il y a tout cet enjeu très essentiel de pouvoir co-construire ces perspectives et ce cheminement avec l'État. Quand je parle d'État, bon, ça n'est pas quelque chose d'unique. Au contraire, il y a plusieurs acteurs au sein de l'État qu'il s'agit d'impliquer. On a parlé
ce qui a pu se faire avec les acteurs de l'aide sociale à l'enfance, à travers la loi sur la protection des enfants. C'est quelque chose qui mériterait d'être décliné politique publique par politique publique, public par public, pour concrétiser le fait d'aller chercher les jeunes qui ont le plus besoin d'être accompagnés par un mentor. Donc, quand on parle de l'État, derrière, il y a aussi le fait de réussir à identifier les ministères compétents, l'État déconcentré, puisqu'on cherche à essaimer nos actions sur l'ensemble du territoire national. Et puis, au-delà de l'État, il y a les collectivités territoriales. Et puis, au-delà de la puissance publique et des acteurs publics au sens large, il y a les entreprises. C'est un de nos axes principaux d'intervention cette année. Nos associations ont déjà plus de 1200 entreprises partenaires, des grandes entreprises, des ETI, des PME, mais qui sont encore parfois trop souvent parisiennes. Donc, il s'agit là aussi de faciliter… déjà, notre plaidoyer doit aussi porter vers ces acteurs-là. Il faut qu'on réussisse en tant que collectif mentorat à parler, à susciter l'intérêt des entreprises en faisant en sorte que notre discours corresponde aussi à leurs besoins, puisque nos besoins et leurs besoins peuvent se rencontrer. Et puis réussir à les impliquer. En tant que collectif mentorat, notre but, c'est de faciliter en fait de nouveaux partenariats entre ces entreprises et nos associations pour que leur implication, très concrètement, passe par un soutien financier en complément du soutien financier de l'État, par un soutien humain, parce qu'une partie non négligeable de nos associations ont des mentors en activité, et par un soutien parfois matériel, avec des choses très concrètes comme le prêt de locaux ou le prêt de matériel. Voilà, j'en ai terminé. Merci Nicolas, super clair. Très bien, on a tout noté dans la liste, tous les besoins. Peut-être maintenant, je me tourne vers les 4 associations qui sont membres du collectif Mentorat. Donc, Morgane, tu veux témoigner aussi en tant qu'association membre du collectif Mentorat, ce que ça vous apporte, vous aussi, et pareil pour Djenaba, Paul et François. Très bien, merci Fiona. Oui, effectivement, simplement, pour revenir un petit peu, je crois que le collectif Mentorat a une force majeure, c'est que ça réunit des organisations qui ont une volonté commune d'impact positif et qui ont une volonté commune de faire adhérer à une cause qu'elles et que nous considérons majeure pour notre société. Et il y a aussi une force importante dans le collectif Mentorat, au-delà de tout ce que tu évoquais, hein, Nicolas, bien sûr, et de tout le soutien qu'il peut y avoir pour les associations. C'est effectivement c'est une méthodologie un petit peu commune et sur laquelle peuvent s'appuyer l'ensemble des structures qui composent le collectif en termes de mentorat, de public cible, de géographie, etc. Et voilà, quelque part, chaque association a un petit peu son expertise et se réunit au sein d'un collectif dans lequel il y a une méthodologie et une volonté commune. Et je trouve que cette expertise, elle est un petit peu fondamentale. C'est aussi l'une des forces du collectif parce que le collectif finalement réunit des associations qui sont vraiment expertes du mentorat et qui ont largement contribué à développer le mentorat en France depuis des dizaines d'années et des associations qui sont plus jeunes dans le mentorat. Et je pense à la NAF qui peut avoir par exemple l'expertise d'apprentissage, l'expertise d'accompagnement des apprentis et la connaissance des enjeux, mais qui par contre n'avait pas l'expertise mentorat. Et je vais y revenir, qui n'aurait jamais pu développer un tel programme. Et donc, ça permet aussi, au-delà de réunir des associations qui ont porté le mentorat et des nouvelles associations qui portent le mentorat, ça permet aussi de réunir des associations nationales et plus locales. Et donc, cette alliance d'expertise et cette volonté commune fait que, voilà, pour moi, le collectif mentorat, c'est vraiment une organisation clé en termes de changement de société. Et simplement pour revenir un petit peu sur le travail initial de plaidoyer qui a été porté par le collectif, il était vraiment à mon sens juste et essentiel parce que, j'en parlais, il aura permis l'émergence justement de nouveaux programmes grâce au plan Jeune à Mentor, donc tel que celui de la NAF. Alors il était pensé, hein, mais on n'aurait jamais pu le structurer et le mettre en œuvre sans le plan Un Jeune à Mentor et sans le travail du collectif Mentorat. Et nous ne pourrions pas continuer de le mettre en œuvre de cette manière sans l'adhésion au collectif. Donc voilà, je crois que c'est important d'insister sur cette force
de l'ensemble et de la cohésion et de l'interassociatif. Et puis bien sûr, on s'apporte les uns les autres. Moi, j'étais heureuse de pouvoir insister lors de certains échanges sur l'importance de prendre en compte les enjeux pour les apprentis. Et je suis heureuse de pouvoir, et les équipes de l'ANA d'ailleurs sont heureuses de pouvoir s'appuyer sur le collectif pour s'assurer de la viabilité des actions. Et puis parallèlement à ça, on est par exemple très heureux de travailler avec la FEV sur le programme Apprentis Solidaires en faisant du mentorat de l'ANAF une brique d'apprentis solidaires. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez fort dans le collectif, voilà, et qui permet, je trouve, de répondre à cet objectif de pouvoir permettre à chaque jeune d'accéder où qu'il soit et selon l'ensemble de ses besoins à un accompagnement le plus adapté possible. Voilà. Ok, ouais, super. Il nous reste un peu plus de 10 minutes. Est-ce que l'un de vous souhaite compléter ce que Morgane vient de dire? Sinon, peut-être je passerai la parole à Monsieur Charlon et peut-être aussi à nos invités s'ils veulent poser des questions, Fiona? partager. Oui, Oui, c'est Paul de France Manège. J'avais juste une petite chose. Alors, je ne voulais pas tant bien sûr. compléter ce qu'a dit Morgane parce que c'était extrêmement complet. Donc, pas tant là-dessus. C'était en fait plus par rapport à ce qui était dit dans le chat. Et comme je sais Oui, qu'il reste peu de temps et bien qu'il y sûr, a des questions ou des compléments, c'était sur la question de la prescription. C'est vrai qu'on parlait de ça et ça peut être un peu tout à fait. barbare comme terme. Et j'ai vu qu'il y a plusieurs réactions dans ce sens. Alors, c'est vrai que c'est un terme ultra officiel, un peu strict et rigide. Je l'entends parfaitement. En fait, on parle de ça parce que tout simplement, c'est concrètement, ça va être souvent des familles, des éducateurs ou des associations qui vont nous transmettre ces dossiers. Mais il me semble vraiment important de préciser, et là, je me permets de parler un peu au nom de l'ensemble du collectif mentorat, peut-être que nos process sont différents, mais le mentorat, le parrainage, encore une fois, quelle que soit sa dénomination, ne doit jamais être une injonction. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'un droit opposable. On ne dit pas à un jeune, en fait, on lui prescrit le mentorat comme une obligation pour s'en sortir, pour faire quelque chose. On parle de ça, ça veut dire justement, ces jeunes ont été identifiés, mais le projet a été travaillé et discuté avec eux. Nous, pour reprendre l'exemple de la protection de l'enfance, on ne va jamais proposer un projet de parrainage, parce que l'on parle plus de parrainage comme le nom de notre association l'indique, à un jeune ou à un enfant qui ne le souhaite pas. Donc en fait, c'est une fois qu'il a déjà été discuté avec ces jeunes, avec ces enfants, qui va ensuite être proposé. Et je pense que c'est important. Et après, il y a aussi, j'ai vu dans le chat aussi des questions de moments partagés. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'associations font pour un peu désacraliser et désofficialiser, entre guillemets, déformaliser plutôt ces rencontres. Mais ça me semblait important de dire que ça ne doit jamais être dans l'injonction et que c'est toujours discuter avec le jeune et c'est après que ces jeunes, entre guillemets, nous sont orientés. Donc voilà, je pense que c'était important de clarifier ça. Tout à fait. Et sur la question de l'apport du collectif mentorat, la pluridisciplinarité justement de ce collectif permet d'apporter des réponses très diverses à ces jeunes et des projets différents. Et moi, je trouve que c'est magnifique, honnêtement. Donc voilà. Oui, tu fais bien de préciser que c'est bien sûr une démarche volontaire et qui se co-construit en fonction des besoins, ça c'est sûr. Et on le fait, il n'y a pas d'intérêt à le faire tout seul. Il faut toujours se connecter avec ce réseau, avec le territoire dans lequel on travaille pour être vraiment efficace et répondre aux besoins. Ça c'est sûr. Merci Paul. Moi, je voulais simplement ajouter sur ce qu'apporte le collectif mentorat. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette dimension de partage parce qu'on est ensemble, donc on voit comment chacun travaille. Il y a toute cette dynamique aussi de professionnalisation, progresser ensemble dans le même métier. Mais fondamentalement, je trouve que ce qui a été fait et qui est formidable, c'est qu'en fait, on voit bien le mentorat, c'est à la fois la diversité et un métier commun. Et le fait d'avoir pu se mettre ensemble et d'articuler autour de ce métier commun un message qui a un potentiel de transformation sociale et donc une résonance politique est formidable parce que ça nous permet de porter ce qu'on fait bien plus loin qu'on aurait pu le faire tout seul. Et parce qu'on crée cette résonance politique, ensuite, de pouvoir entrer dans une dynamique de co-construction avec les pouvoirs publics qu'individuellement, on n'aurait jamais pu avoir. Donc, c'est ça que je trouve merveilleux, c'est voir la richesse des associations, tout ce qu'elles font sur le terrain, d'arriver à se dire, mais au fond, c'est un métier, c'est un projet de transformation sociale, de le porter au stade où c'est entendu politiquement, et ensuite d'avoir une organisation qui va structurer techniquement ce dialogue avec les pouvoirs publics. Et de ce point de vue-là, moi,
Je suis, sincèrement, hein, je trouve que c'est fabuleux et bravo à tous ceux qui ont été à l'initiative et à tous ceux qui poursuivent cette initiative. Donc, c'est fabuleux. Merci François. Moi, je veux Christophe? bien rebondir sur cet élément-là qui est clé, que vient de donner François, la question du métier. Il y a un travail qui est engagé là avec la branche professionnelle du secteur de l'éducation populaire. C'est le secteur dans lequel le collectif Mentorat a une convention collective, Exopé, et on a engagé avec eux pour travailler à un référentiel métier commun. Et cette question-là, elle est hyper importante, parce qu'elle n'est pas dans la déclinaison du droit mentorat, là, sur mentor, mentoré et argent pour les associations, peut-être ça rejoint un peu le 3, c'est l'importance de dire, voilà, derrière, le mentorat, c'est des bénévoles qui sont encadrés par les professionnels. C'est pas facile à expliquer, et que ceux qui encadrent, c'est un vrai boulot. Et parce que c'est un vrai boulot, il faut des vraies subventions, il faut si on arrive à identifier un référentiel commun, qu'on l'inscrit dans la convention collective, c'est un élément de plaidoyer très fort, parce que ça permet à la fois de rendre visible le mentorat, mais aussi de dire que c'est effectivement une branche professionnelle. Et là, on ouvre quelque chose qui est assez fort aussi en termes d'inscription, de durabilité aussi. Voilà. Et cette articulation-là, bénévolat et rôle de professionnel, et me semble effectivement assez clé pour la suite. Merci Christophe. Et justement, pour en parler de la suite, parlons de la suite éventuellement législative que tu évoquais Christophe, et peut-être on peut échanger avec vous, Monsieur Charlon, si vous êtes toujours avec nous, sur un peu l'ambition aussi depuis le point de vue Sénat. Je ne sais pas si vous êtes avec nous. Oui, je suis Oui. là. Je voulais juste commencer. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Je voulais juste reprendre les mots qui ont été dit, magnifiques, fabuleux. Moi, je suis aussi mentor à titre personnel. Donc, vous remercier en tout cas. Alors, je ne suis pas mentor dans toutes vos associations, mais en tout cas, vous remercier parce qu'en effet, ce que disait Christophe est exact, c'est-à-dire que c'est un cadre absolument nécessaire pour nous permettre, nous aussi, d'agir, d'avoir des référents, d'avoir des gens qui nous mettent en relation, qui nous suivent, qui nous demandent aussi notre avis, et puis reprendre ce qui a été dit sur le fait qu'en effet, c'est une relation dans les deux sens, et que pour nous aussi, c'est extrêmement précieux. Juste, je voulais rebondir sur 2-3 points. Sur l'engagement, il y a un volet du CPF qui est parfois un peu moins connu, qui est le compte engagement citoyen. Il est sûrement un peu trop compliqué aujourd'hui. C'est peut-être aussi un levier, en le simplifiant, en faisant un peu la publicité pour attirer quelques vocations de gens qui pourraient valoriser leur engagement, et notamment au niveau du mentorat, pour obtenir plus de droits à la formation, ou pourquoi pas d'autres choses dans une évolution future. J'excuse la sénatrice qui est en réunion publique actuellement parce que la période électorale est un petit peu dense la concernant, elle s'excuse. Et par rapport à ce qui a été dit précédemment, je crois que je ne sais plus qui évoquait la loi aide sociale à l'enfance, mais donc c'est la première fois que le mentorat arrive dans un texte de loi sur un public ciblé. D'un point de vue institutionnel, moi, ce que je peux dire depuis 10 ans que je travaille au Sénat, c'est que, en effet, l'action du mentorat, elle s'institutionnalise clairement. C'est-à-dire que dans des rapports, la sénatrice a commis un rapport sur les zones blanches de l'égalité, sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans la ruralité. Et les associations de mentorat, je pense à Chemin d'avenir, mais il y en avait d'autres, ont été reçues, ont été auditionnées et apparaissent de plus en plus souvent comme des acteurs pertinents pour répondre à des problématiques et à des politiques publiques. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que c'est une évolution très, très positive. Ce à quoi la sénatrice, elle réfléchit, c'est à pouvoir faire un parallèle entre la formulation qui a été faite dans la loi ASE, aide sociale à l'enfance, sur le mentorat, et le calquer pour l'intégrer, pourquoi pas, dans une partie du Code de l'éducation qui concernerait, alors je sais plus, je l'ai plus sous les yeux, mais je crois que c'est l'article 111.1 ou 111.2 du Code de l'éducation,
qui a un paragraphe spécifique pour certains territoires en difficulté, que ce soit les territoires ruraux ou que ce soit les territoires de l'éducation prioritaire périurbaine. Ce serait la possibilité d'intégrer cette formulation à ce niveau-là pour faire du mentorat un droit vis-à-vis d'élèves spécifiques dans un premier temps, parce que ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect universel va poser un problème de seuil, puisqu'il faut trouver aussi les bénévoles et les mentors. Et puis peut-être qu'on peut prioriser vis-à-vis d'élèves qui sont plus en demande que d'autres. Ça pourrait être un premier pas législatif à ce niveau-là. Il faut savoir que quand vous déposez une proposition de loi, évidemment, elle met beaucoup de temps, certains diraient beaucoup trop, avant d'être éventuellement adoptée. Mais en soi, le chemin législatif, c'est aussi un moyen de rendre visible un sujet et d'en débattre au Parlement, quelle qu'en soit l'issue. Parce que vous allez avoir la problématique, vous, en tant qu'association, c'est-à-dire de ne pas pouvoir avoir de visibilité financière sur vos financements, puisqu'une loi de finances, par essence, elle est toujours valable pour l'année qui suit. Il peut toujours y avoir des engagements à N+2 ou N+3, mais déjà, le gouvernement peut changer, la majorité peut changer, donc les priorités ne seront pas les mêmes. Donc, en fait, vous avez une visibilité à échelle d'1 an. Si vous en faites un droit, si vous le rendez un peu plus pérenne, dans ce cas-là, en effet, sans parler de budget, vous avez quand même un engagement politique qui est un petit peu plus fort à ce niveau-là. Donc, ce serait un peu l'idée, c'est-à-dire qu'il y ait des engagements de prix en séance dans l'hémicycle par différents acteurs et puis par différents partis politiques sur la nécessité de ce que vous faites. Voilà, c'est ce que la sénatrice imagine pouvoir faire. Voilà, c'est aussi en débat, c'est-à-dire vous, en tant qu'acteur, qu'est-ce que vous en pensez? Et enfin, voilà, le débat est ouvert, mais en tout cas, elle a organisé un colloque sur la question du mentorat en novembre dernier. Elle y est très attachée parce qu'elle a été aussi salariée à Pôle emploi avant d'être sénatrice. Elle est extrêmement portée sur les questions d'insertion. Elle a été aussi adjointe aux affaires scolaires dans sa commune. Donc, elle connaît la nécessité de ce type d'action et elle souhaite, en tant que parlementaire et en tant que sénatrice, pouvoir avancer le plus possible sur ce sujet. Dernière réaction vis-à-vis de ça, Christophe, Nicolas? Il nous reste 3 minutes. Non, mais merci beaucoup. C'est ce qui vient d'être dit là et la démarche portée par Madame la sénatrice et puis portée par d'autres relais politiques est hyper essentielle pour nous. Parce que moralement, c'est important pour nous. À un moment donné, quand on est dans le désert comme ça, c'est quand même bien d'avoir des oasis politiques qui nous reconnaissent et qui nous permettent de nous projeter. Et puis après, opérationnellement, c'est-à-dire que l'on voit bien que là, les étapes sont franchies parce que des politiques les font franchir. Parce que les associations démontrent que ce que bossent bien, mais à un moment donné, on peut bosser aussi bien qu'on veut, être aussi impactant qu'on veut. À un moment donné, si des politiques ne font pas passer un cap, on n'y arrive pas. Et donc là, il y a vraiment quelque chose d'essentiel. Et je crois que bon, juste avant les vacances ou juste après, bon, la période est chargée, mais qu'on puisse voilà, se prendre un temps plus opérationnel avec les sénatrices pour voilà, avancer sur ça concrètement, ça va être clé. Super, mais merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes. Peut-être si Nicolas, tu veux dire un dernier mot et sinon on clôture cette séance. Juste avant de passer le micro à Nicolas, je voulais redire l'invitation que je fais à tout le monde d'être en relais de ce qu'on voit, relais de c'est quoi le mentorat ou comment on le voilà, c'est quoi notre définition du mentorat. Le lien interpersonnel, voilà, dans la durée, bon voilà. Partout, vous pouvez l'afficher dans les sites, dans les choses. Voilà, quand on martèle ça, là, cette question-là n'est pas encore complètement acquise. Comment on la porte ensemble? Comment vous pouvez aussi relayer la question de l'impact du mentorat et puis relayer le fait que c'est un métier, qu'il y a un métier derrière, qu'il y a une expertise professionnelle, qu'il y a un métier qui est important à reconnaître, et puis que sur le droit au mentorat, ben voilà, on est obligé il faut maintenant, si on veut aller plus loin, pouvoir
vraiment faciliter le repérage des mentorés, faciliter l'inscription des mentors et faciliter le financement des structures, quoi, qu'on puisse marteler ça et que c'est vraiment le travail de chacun là-dessus. Puis après, comme je sais que comme on bosse bien tous les uns les autres et en complémentarité, on sait que plus on va se développer, plus on va démontrer l'impact du mentorat pour tout le monde. Voilà. Merci Christophe. Et s'il y a un dernier élément de relais, n'hésitez pas non plus à relayer le terme et le logo collectif mentorat. Et comme ça, je vais pouvoir passer le micro à Nicolas, ça va faire la transition, mais c'est aussi important de montrer voilà, que la marque collectif mentorat puisse aussi vivre et puisse voilà, de plus en plus être signifiante pour nos interlocuteurs. Et là, pareil, c'est aussi le relais de chacun qui pourra le faire. Et donc, Merci. parole au directeur du collectif. Il est 13h01, Nicolas. Bref, s'il te plaît, comme ça, tout le monde est libéré. Pour vous remercier encore de votre présence et de votre participation et de vos interrogations, vos questionnements sur le chat. Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui ont pu préparer cette rencontre. Et puis, je vous indique que le compte-rendu, le replay de la vidéo seront disponibles sur notre site web, lementorat.fr. Donc, si vous avez des collègues qui auraient aimé participer et qui n'ont pas pu, vous pouvez leur indiquer cela. On va essayer de pouvoir très vite déposer ces éléments sur notre site, lementorat.fr. Et si plus largement, vous voulez suivre nos actualités, on a un compte Twitter, on a un compte LinkedIn, un compte Facebook, un compte Instagram. N'hésitez plus. Voilà, et merci encore. Parfait. Merci beaucoup à tous et à bientôt pour des prochaines rencontres qui, peut-être, oui, effectivement, on prendra des sujets un peu moins généralistes comme le proposait Alain. On est ouvert à des propositions pour des prochaines rencontres. Merci beaucoup.